Le monument de Bioguera se dévoile au public de Cotonou. Le guerrier Wassangari se dresse avec élégance sur son cheval cabré. Sa statue a été bâtie à un point stratégique de la ville de Cotonou, le carrefour de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Et pour quel sens? Réponse dans un instant. Le nouveau roi d'Abomey a été installé en présence des populations d'Abomey et des autorités politico-administratives du Bénin. Retour sur les manifestations dans ce journal. Et puis en interactualité, l'inflation et la pénurie au Kenya semblent avoir poussé les électeurs à se préoccuper davantage de leur quotidien que le scrutin à venir. Faut-il alors craindre pour le taux de participation? Précision dans un instant. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue au développement, l'atelier de relecture des décisions portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin et du statut du personnel. C'est achevé ce lundi 18 juillet 2022 à Dassa-Zoumen. La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale. On fait le point. La relecture de deux textes fondamentaux régissant des structures du Parlement. C'est ce qu'a réuni dans cette salle à Dassa-Zoumen ces cadres et députés de la 8e législature du Bénin. Il s'agit de la décision portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétariat général administratif et celle portant statut du personnel parlementaire. Deux groupes de travail ont été constitués. Le premier devant se pencher sur la l'AOF du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétaire général administratif, et le second sur le statut du personnel parlementaire en République du Bénin. Du 14 au 15 juillet 2022, chaque groupe s'est penché sur la mission à lui assignée et le 16 juillet à la restitution des fruits de ses travaux. Cette restitution a fait l'objet de discussions et d'amendements par la plénière. Vous savez, les grands enseignements, les grands maîtres ont toujours professé leurs enseignements sur la montagne. Dans la vallée, on tombe dans le bas astral. Sur les hauteurs, on communique avec les bons esprits. Et c'est ce que vous avez fait en venant sur les collines de Dassa. Et les résultats qui sont issus de vos travaux démontrent à suffisance que vous avez raison de vous retirer sur la montagne. C'est en présence du président Louis Béounou-Vlavonou que le rapport final des travaux a été adopté à l'unanimité des participants. Nous allons encore mettre en expérience tout ce que vous avez fait, les fruits de vos réflexions ici, encore pour voir d'ici 2 ans, qu'est-ce que nous allons faire? Mais en réalité, pourquoi nous nous donnons tant de soucis? Vous savez, comme on le dit vulgairement, lorsque vous êtes avec un vélo, un rayon se casse et vous ne le remplacez pas. 2 se cassent, vous ne les remplacez pas. Ainsi de suite, la roue devient 8. Et quand ça devient 8, on ne peut plus corriger, il faut changer. Nous avons depuis 1995 travaillé avec un test qui est devenu complètement obsolète. Et à vouloir rectifier le tir de façon brusque ou brutale, on risquait de tordre complètement l'administration, le fonctionnement de l'administration. C'est pourquoi nous avons eu Dassa 1 et Dassa 2. À coup sûr, on aura Dassa 3. Et c'est la fin de ce séminaire axé sur les réformes parlementaires. Les participants espèrent donc, de la part du président de l'Assemblée nationale, une suite favorable au rapport final.
Où en est la Sénat dans les préparatifs des élections législatives de 2023? C'est à cette question que la Commission électorale nationale autonome a répondu à travers la publication de sa décision en date du 15 juillet 2022. L'institution a donc rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature aux élections des membres de l'Assemblée nationale 9e législature. Vous aurez des précisions dans ce reportage signé Romaric Dossa. En janvier prochain, les citoyens béninois iront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. À 6 mois des élections législatives, la Sénat a rendu publique la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration de candidature à l'élection des députés. Selon le communiqué de la Sénat en date du 15 juillet 2022, le dossier des candidats titulaires et suppléants joints à chaque déclaration doivent être répartis en 2 catégories distinctes conformément au code électoral. 85 dossiers au titre des candidatures répartis par circonscription et 24 au titre des candidatures exclusivement réservées aux femmes réparties par circonscription. En 2023, la 9e législature du Bénin sera sans doute la première avec le plus grand nombre de femmes. Avec les discriminations positives opérées lors des réformes électorales, au moins une femme sera élue par circonscription électorale. C'est le résultat attendu de l'augmentation du nombre de députés qui passera désormais à 109 dès les prochaines législatives. 24 sièges sont alors exclusivement réservés aux femmes sur les listes de candidature. Selon la modification apportée à la Constitution, le mandat des députés béninois est désormais de 5 ans et renouvelable 2 fois. Mais les députés qui seront élus lors des législatives de 2023 ne feront pas un mandat de 5 années. La Constitution révisée a instauré des élections couplées législatives et communales. Les premières élections générales sont donc prévues pour être organisées en 2026. En vue de la tenue des élections, la loi a prévu que le mandat des députés qui seront élus en 2023 prend fin à la date d'entrée en fonction de ceux qui seront élus lors des élections générales de 2026. Donc les députés de la 9e législature vont siéger pour 3 ans. Les députés de la 9e législature seront installés dans leurs fonctions le 12 février 2023. Je l'annonçais en titre, le nouveau roi d'Abomey a été installé. Les populations sont sorties nombreuses pour vivre l'événement. Les autorités politico-administratives aussi. Retour sur les temps forts. Ils sont venus de toutes les lignées de Wikbadia. Ces dignitaires s'accordent avec le roi, Sa Majesté Dewenode Gberanzi, pour le porter sur le trône d'Abomey. Il prend ainsi possession du palais central d'Abomey après avoir passé plus de 5 mois à Djimé. Depuis une bonne décennie, il y a eu beaucoup de conflits au sein de la dynastie Wikbadia. Et depuis quelques mois, le nouveau roi a été choisi, a été désigné pour précéder aux anciens rois. Aujourd'hui, il prend son règne au sein du palais de Wikbadia. Le processus que nous avons engagé depuis le décès du roi défunt Kefa, Dada Kefa, ce processus s'est achevé aujourd'hui au palais Wirondi, ici où le Dada Dewenode Gberanzi vient de prendre fonction pour assumer le rôle du roi Wikbadia, fondateur du royaume du Dahomey. De Djimé, en passant par la place de Goro, le marché Rondjoto, le tour de l'arbre Lisseti, sacrifice aux ancêtres, toutes ces prescriptions de la tradition respectée donnent au nouveau roi le pouvoir de régner. L'animateur principal de ce palais, c'est un homme sage, humble, un homme de principe, un homme droit, un homme fraternel, un homme solidaire. Très humble. Quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui aime son prochain. À travers cette cérémonie, le roi sacrifie au principe du royaume d'Abomey. Après la statue de l'Amazone érigée non loin du palais de la Marina, c'est au tour du monument de Bioguera de se dévoiler au public de Cotonou. Le guerrier Wassangari se dresse avec élégance sur son cheval cabré. La statue a été bâtie à un point stratégique de la ville de Cotonou, le carrefour de l'aéroport Cardinal Benandin Ganti de Cotonou. Mais est-ce vraiment la statue de Bioguera et pourquoi l'avoir choisi, lui, au détriment d'autres guerriers? Réponse dans ce reportage de Olive Biaou et Mathieu Sossou.
Majestueusement dressée à l'entrée de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, une nouvelle statue vient d'être dévoilée au public béninois. Il s'agit de la statue de Bioguera, un célèbre prince guerrier originaire de la région septentrionale du Bénin. La statue qui a été érigée au niveau de l'aéroport, la statue de Bioguera, c'est bon. Moi j'ai vu ça, c'est très bon. Ils l'ont bien fait, mais ce que je regrette, d'abord, Bioguera c'est un héros. Il fait partie des héros africains qui ont lutté pour l'Afrique. Ils ont été des démocrates sans connaître le papier. C'est des vrais démocrates d'antan. Ah, Bioguera là, c'est un grand roi. Bioguera là, dans son temps là, il a beaucoup travaillé. C'est un grand roi, c'est pourquoi ils ont mis là. Ils ont choisi la statue du Bioguera parce que c'est une bonne statue. À voir la statue, vraiment, ça ressemble à un lutteur. Et quand les voyageurs ou bien les étrangers qui vont toujours voir ça, ils vont poser des questions sur ça. Et ils auront une bonne histoire parce que le Bénin a une bonne histoire. Ce que je regrette un peu, c'est que la statue est à Cotonou. Pourquoi pas au nord? Parce qu'il est fils du nord, quand même un héros béninois, Dahomey, j'allais dire. Mais il a fait son travail au nord. Un monument qui vient encore une fois valoriser l'histoire du Bénin à travers ses guerriers et valoriser le tourisme dans le pays. Un personnage sur un cheval tenant en main une flèche. C'est toute une histoire. Il faut voir la restitution de l'histoire de notre pays à travers la statue. C'est vrai que Bioguera, par l'histoire, est un guerrier, un prince Wasangari qui a lutté contre l'invasion coloniale dans la région de Bembereke, au nord du pays. Et on lui reconnaît l'utilité ou l'usage du cheval pour avoir mené la lutte, pour avoir mené sa lutte héroïque contre l'invasion coloniale française. Le maître, pour avoir placé cette statue à l'une des frontières aériennes de notre pays, je pense que c'est justement pour donner, pour révéler toute l'histoire de notre pays aux étrangers qui viennent. Vous savez, le prince Wasangari n'aime pas, disons, la honte. Est-ce que vous voyez, n'aime pas la honte. Ils ont compris qu'en réalité, l'organisation sociale qui régentait leur vie à l'époque était mise à mal par l'administration coloniale française. Donc, il fallait défendre la patrie. Vous voyez, autant qu'on parle de la lutte héroïque du roi Bianzin, qui défend sa patrie, qui défend son royaume, c'est comme ça qu'il faut aussi voir en la lutte menée par Bioguera. Né en 1856 dans le village de Bassi, Bioguera a mené plusieurs résistances contre l'impérialisme français dans le nord du Bénin. Il a plusieurs autres actes de bravoure à son actif, mais les colons français ont fini par l'arrêter et il fut décapité le 17 décembre 1916. Le sport est une activité physique qui procure bonne santé et bonne forme aux sportifs. Étant donné qu'il existe plusieurs disciplines, certains sports peuvent créer des problèmes de santé si les mesures sécuritaires ne sont pas prises en compte. Et quelles sont donc les maladies liées à la discipline sportive qu'est la boxe, un sport de combat? Regardez. La boxe est un sport de combat entre deux individus. Mais ce sport, lorsqu'il est pratiqué à la longue, peut entraîner des maladies telles que le surménage, comme le cas de Mohamed Ali. Les maladies auxquelles sont confrontés les sportifs de la boxe sont notamment représentées par les commotions et puis les hémorragies cérébrales. Donc lorsqu'on prend par exemple les commotions cérébrales, c'est ce à quoi on assiste au plus chez les boxeurs. Et ces commotions cérébrales peuvent se compliquer d'autres maladies qu'on va assister chez le boxeur, à savoir des maux de tête persistants. Le boxeur va souffrir des céphalées qui seront là, qui seront récurrentes et qui vont persister. Nous aurons des étourdissements. Il y aura des maladies psychologiques avec lesquelles les boxeurs
boxeurs vont sortir avec peut-être des dépressions, des anxiétés qui peuvent se faire apparaître. Et à long terme, sur le long terme, en plus d'autres symptômes qui peuvent apparaître, sur le long terme, nous pouvons assister à la maladie d'Alzheimer et puis de Parkinson qui peut aussi arriver. L'organe le plus touché dans ce sport est le cerveau. Lorsque les boxeurs reçoivent des coups sur la tête, le cerveau se déplace à l'intérieur de la boîte crânienne. Et lorsque le cerveau se déplace, ce cerveau bute généralement contre la voûte crânienne qui est en os. Et lorsque ça bute sur la voûte crânienne, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dégradation, il y a un ébranlement des structures cérébrales. Et lorsque ces structures cérébrales sont ébranlées, qu'est-ce qui peut y arriver? Il y aura une perte de conscience et on assiste à ce qu'on appelle en griffe, ce qu'on appelle la commotion cérébrale. Des mesures de prévention sont prises pour éviter au maximum la survenue de ces maladies. Mais il existe aussi une prise en charge pour les boxeurs. Il existe des prises en charge. C'est pourquoi il y a toujours des équipes médicalisées autour des joueurs, des sportifs de boxe. Il y a des prises en charge qui sont d'abord immédiates, après les cours reçus. Et après, on fait une évaluation des lésions. Est-ce qu'il s'agit d'une hémorragie cérébrale? Est-ce qu'il s'agit de notre symptôme qu'il faut gérer immédiatement? S'il faut opérer, on va l'opérer. S'il faut donner des médicaments, on donnera des médicaments. Et s'il faut garder le boxeur et lui donner un temps de repos, on lui donnera un temps de repos. Donc la prise en charge est fonction en fait du type de lésion qui se produit auprès du boxeur une fois à terre. Il est conseillé aux amoureux de ce sport de prendre des mesures nécessaires afin d'éviter ces maladies. Hors des frontières béninoises à présent, une élection présidentielle sur fond de grogne sociale au Kenya, l'inflation et la pénurie dans le pays semblent avoir poussé les électeurs à se préoccuper davantage de leur quotidien que du scrutin à venir. Conséquence, le taux de participation fait donc partie de la préoccupation majeure du scrutin à venir, fait inédit dans le pays. Reportage. Le 9 août, environ 22 millions de Kenyans sont attendus aux urnes pour élire leur futur président. Mais le scrutin à venir est relégué au second plan par des préoccupations sociales, alors que l'inflation dans le pays a atteint 7,9%. Outre le conflit en Ukraine, la sécheresse dans la corne de l'Afrique a entraîné une pénurie des denrées alimentaires au Kenya. Beaucoup de gens sont mécontents de l'état actuel de notre politique. Beaucoup de Kenyans sont préoccupés par la situation économique, le coût de la vie et d'autres choses qui, à leur avis, ont beaucoup plus d'importance. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un seul facteur unique qui conduit à l'apathie des électeurs, mais peut-être une tempête parfaite, une combinaison de facteurs qui crée un certain nombre de difficultés que les populations tentent de surmonter. Le prix de la farine de maïs est passé de 1,5 $ à 2 $, soit une augmentation de plus de 30%. Les prix du gaz et du pétrole ne seront bientôt plus à la portée de toutes les bourses. Si vous avez faim, comment pouvez-vous vous rendre au centre de vote? Si nous n'avons pas les moyens de nous nourrir, beaucoup d'entre nous ne pourront pas aller voter. Beaucoup de gens vont rester chez eux parce qu'ils n'auront pas l'énergie pour aller faire la queue devant les bureaux de vote. Lutte contre la corruption et allocation sociale aux familles vulnérables, les candidats multiplient des promesses pour convaincre les électeurs. Le malaise semble profond. Le Kenyan moyen est très attaché à la politique, il est très engagé politiquement et nous atteignons des taux de participation élevés à presque toutes les élections générales. Alors quand vous avez un processus d'inscription des électeurs dans lequel la commission électorale tombe en dessous de son objectif, c'est nouveau, c'est un peu inquiétant pour être honnête. Conséquence, le taux de participation fait donc partie des préoccupations majeures du scrutin à venir, fait inédit dans le pays. La 12e conférence internationale sur le climat s'est ouverte ce lundi à Berlin, en Allemagne, dans la capitale allemande. Le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains, alors que les 100 milliards de dollars promis en 2020 aux pays pauvres se font toujours attendre. À 100 jours de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme. Reportage. Booster les négociations sur le changement climatique, tel est l'enjeu de la 12e conférence internationale sur le climat qui s'est ouverte lundi à Berlin en Allemagne.
À 100 jours de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme. Il nous incombe en ces temps incertains d'agir rapidement pour faire en sorte que l'action climatique reste en tête de l'agenda international et que l'état actuel des choses ne serve pas de prétexte pour faire marche arrière ou revenir sur des engagements antérieurs, notamment ceux liés au soutien des pays en développement. Dans la capitale allemande, le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains, alors que les 100 milliards de dollars promis en 2020 aux pays en développement se font toujours attendre. Notre continent est au cœur de ces défis climatiques et en est affecté plus que d'autres, compte tenu de la spécificité de sa situation, de sa capacité limitée à faire face aux crises et de la faiblesse des financements dont il dispose pour surmonter ces difficultés. Les récentes crises alimentaires et énergétiques ont exacerbé les défis auxquels les pays africains doivent faire face, sans compter la menace réelle que représente le changement climatique pour les pays du continent. Lundi, l'Allemagne, qui préside le G7, a promis de faire aboutir la mobilisation des 100 milliards de dollars pour le financement du climat aussi rapidement que possible et de manière continue jusqu'en 2025. Le Premier ministre italien Mario Draghi a été reçu ce lundi 18 juillet 2022 en Algérie par le président Abdelmadjid, avec lequel il a co-présidé le 4e sommet algéro-italien, une occasion qui a permis aux deux pays de sceller des accords, notamment pour accroître la fourniture du gaz algérien à Rome. L'Algérie est devenue donc ces derniers mois le premier fournisseur en gaz de l'Italie. C'est une visite de considération et de consolidation également davantage des liens entre les deux pays. Reportage. Le Premier ministre italien Mario Draghi s'est rendu en Algérie lundi où il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Une visite qui a pour objectif la signature d'accords sur l'énergie, l'Italie cherchant activement à réduire sa dépendance au gaz russe. Le pays importe la grande majorité de son gaz naturel, 45% de celui-ci provenant historiquement de Russie. Mais Rome se tourne de plus en plus vers l'Algérie, son deuxième plus grand fournisseur, pour réduire cette dépendance. La guerre en Ukraine ayant déclenché des sanctions contre Moscou et fait monter en flèche les prix de l'énergie. Le Premier ministre italien s'était déjà rendu en Algérie en avril, où il avait conclu un accord visant à augmenter de 9 milliards de mètres cubes les livraisons algériennes à l'Italie sur la période 2023-2024 par le biais du gazoduc Transmed. L'Algérie est le premier exportateur de gaz d'Afrique et fournit environ 11% du gaz naturel consommé en Europe. En France, les incendies ont déjà ravagé près de 20 000 hectares en Gironde. Plus de 2000 sapeurs-pompiers venus de toute la France sont désormais engagés avec la préfecture qui assure, appuyée par d'importants moyens aériens, 8 Canadair et 2 avions Drache. Près de 2000 pompiers venus de toute la France sont toujours mobilisés dans le département de la Gironde pour tenter de venir à bout des 2 gigantesques incendies qui y font rage depuis une semaine. Les 2 brasiers se trouvent au sud de Bordeaux, près de Landiras, et à la Teste de Buch, située près de la ville balnéaire d'Arcachon sur la côte atlantique. Déjà près de 20 000 hectares de forêt ont été détruits par les flammes selon les autorités. Le bilan de la nuit, 19 300 hectares de forêt brûlée sur l'ensemble des feux, dont 6 500 hectares ici sur le feu de la Teste de Buch. Le feu de la Teste de Buch, c'est 12 km de longueur, 7 km de largeur, 32 km de périmètre. 34 000 personnes sur l'ensemble des feux ont été évacuées, dont plus de 20 000 ici sur le feu de la Teste de Buch. Une partie du zoo du bassin d'Arcachon, situé à la Teste de Buch, a également dû être évacuée par convois spéciaux vers celui de Bordeaux. Le ministère français de la Transition écologique a précisé qu'une dizaine d'animaux du zoo n'avaient pas survécu aux fortes chaleurs et au stress. La fumée et les odeurs de ces feux poussés par les vents ont été ressentis dans la nuit de lundi à ce mardi jusqu'à Bordeaux, situé à plus d'une quarantaine de kilomètres. Le ciel de la ville est devenu gris, comme le montrent ces images.
Et parlons à présent de l'actualité de l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne se sont prononcés ce lundi 18 juillet 2022 en faveur de l'ouverture des négociations pour une future adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Sous la pression de la France, la Bulgarie avait levé les derniers blocages dimanche dernier. Images et son. Les 27 donnent leur feu vert à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. La décision a été confirmée par le Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Le processus devrait prendre des années. Le lancement formel des négociations doit avoir lieu ce mardi à Bruxelles. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante du processus d'adhésion des deux pays. Nous pouvons commencer les négociations. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui bien plus d'ouverture pour accueillir de nouveaux membres, mais bien sûr, ces nouveaux membres devront convaincre les membres actuels qu'ils sont prêts non seulement à se conformer, mais aussi à répondre à toutes les exigences. La Bulgarie a validé ce dimanche l'accord bilatéral avec Skopje. La Macédoine du Nord s'est notamment engagée à inclure dans sa constitution les Bulgares en tant que groupe ethnique national et en échange, la Bulgarie a levé son veto. Si l'Europe veut vivre dans la sécurité, la prospérité et la stabilité, elle doit avoir à son voisinage les Balkans occidentaux pleinement intégrés. Cette guerre en Europe, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, en a prouvé la valeur. Tirana et Skopje étaient bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'Union européenne. L'Albanie avait accédé au statut de candidat en 2014 et la Macédoine du Nord il y a près de 20 ans. Canicule en Europe. Des records de température ont été dépassés ce lundi dans plusieurs villes françaises sous une vague de chaleur en Europe occidentale qui risque notamment de faire franchir au Royaume-Uni mardi le seuil de 40 degrés Celsius pour la première fois. Reportage. Se rafraîchir par tous les moyens. Face à la vague de chaleur inédite qui frappe le pays, les Britanniques prennent d'assaut les zones ombragées des parcs et les fontaines. La plupart des maisons et des édifices publics ne sont pas climatisés. Certaines infrastructures sont hors d'usage. Ce lundi, l'aéroport de Luton a suspendu la plupart de ses vols. Une partie de son tarmac a fondu. Pour les scientifiques, cette canicule représente un risque pour la santé publique. Nous devrions commencer à réfléchir sérieusement à la façon de nous adapter, parce que cela arrivera de plus en plus souvent maintenant. Comme nous le voyons, si les 5 derniers pics de chaleur se sont produits au cours des 10 dernières années, alors c'est le signe qu'il y en aura plus. C'est une tendance, ça va être de plus en plus fréquent. Scène similaire en France où les températures ont dépassé les 40 degrés. À Brest, le record de chaleur enregistré en 1949 a été battu. 39,2 degrés pour la journée de lundi. Les rues sont vides, la vie tourne au ralenti. Le réchauffement climatique, tout ça, d'habitude Brest c'est 70% d'humidité et là voilà, on a battu tous les records de chaleur. Il faut se poser les bonnes questions. Au pied de la Tour Eiffel à Paris, les touristes se réfugient près des fontaines du Trocadéro. Santé publique France recommande aussi de s'hydrater régulièrement, sans exception. La vague de chaleur devrait encore durer jusqu'à la fin de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, également sur le www.speedlinetelevisionbenin.com. Portez-vous bien.